direct de l'Assemblée nationale. Mon invité pour les Français.press, Frédéric Petit, bonjour. Bonjour. Député de la 7e circonscription des Français de l'étranger, l'Allemagne, l'Europe centrale, les Balkans. Merci de nous accorder cette interview. Frédéric Petit, vous nous en avez déjà parlé sur les Français.press de ce thème de la fin de vie, puisque c'était un des thèmes de vos séminaires citoyens en 2023. L'Assemblée nationale vient d'examiner un texte sur la fin de vie qui va avec un autre texte sur les soins palliatifs. Vous étiez à la rencontre de nos compatriotes de votre circonscription sur ce sujet. Quand vous lisez le texte proposé par l'Assemblée, celui-ci est-il en phase avec ce que vous avez proposé avec nos concitoyens lors de ces rencontres ? Oui, je crois. D'abord, il y a une chose que je salue et qui était palpable dans ces séminaires citoyens, je crois que c'est très sage d'avoir séparé les deux textes, donc d'avoir deux votes séparés, parce que le vote sur ce qu'il faudrait maintenant appeler l'accompagnement aux mourants et plus uniquement les soins palliatifs, parce que ce ne sont pas que des soins, c'est l'organisation d'un accompagnement aux mourants dans lequel il y a des choses qui ne sont pas forcément médicales, et de plus en plus dans les équipes qu'on appelle de soins palliatifs, il y a de plus en plus de psychologues, de gens qui travaillent avec les familles, de musiciens, d'artistes, etc. pour accompagner. Donc je crois que le terme d'accompagnement est le bon terme plutôt que le terme de soins palliatifs. Donc que ce texte, à mon avis, ce premier texte devrait faire une unanimité assez large, une majorité assez large. Sur le deuxième, évidemment, ça percute un certain nombre de choses qui sont parfois intimes, même chez les députés. C'est dans chaque parti, c'est réparti. Il y a des gens qui sont sûrs de le voter, il y a d'autres qui sont sûrs de ne pas le voter. Mais je trouve que la manière dont sont posées les questions et la manière dont le texte est rédigé, en particulier, ce n'est pas un texte sur l'euthanasie, comme parfois certains opposants le disent, c'est un texte sur le suicide assisté, donc c'est un texte sur permettre des choses des décisions, faciliter des décisions du malade lui-même. Je pense que ça recoupe pas mal les problèmes et les questions qu'on avait soulevées pendant les séminaires citoyens, oui. Alors c'est un texte qui ne contraint pas les médecins à assister au suicide, ils peuvent se déporter de l'acte, de la même façon que la décision, notamment sur cette notion de pathologie incurable, est suffisamment avancée. La décision, là aussi, en tout cas l'avis médical doit être là aussi collégial, il y a une certaine forme de protection, enfin en tout cas il y a un certain nombre de barrières qui ont été mises en place sur ce texte. Est-ce qu'elles vous suffisent ? Et puis surtout, c'est un texte qui a germé, qui est passé sur le bureau c'est plutôt plusieurs ministres qui sont passés derrière le bureau du ministère de la Santé et qui ont apporté leur pierre à l'édifice. De la même façon, beaucoup de conseils également ont travaillé sur ce dossier, notamment du côté des médecins. Les travaux ont été suffisants et ils sont suffisamment riches pour garantir un rassemblement autour de ce texte et quelque chose qui soit transpartisan pour le coup. Oui, je pense. D'autant plus qu'on a séparé les deux textes. Donc, quand les deux textes étaient regroupés dans une seule loi, il y avait quand même un espèce d'affrontement entre les partisans des soins palliatifs qui considéraient que la deuxième partie était une agression. Donc, il y avait des débats un peu inutiles, je dirais. Oui, je suis d'accord que la consultation a été très générale, le texte a été patient, c'est un texte qui vient de très loin, et que d'ailleurs à la fin on s'aperçoit que ce texte concernerait peu de personnes. C'est-à-dire moi une des interrogations que j'ai pour le voter ou pas, c'est que je ne sais pas si on est vraiment au niveau du législatif, si on n'est pas dans quelque chose qui devrait être organisé autre part. Voilà, donc c'est la question que j'ai. Mais je trouve que le texte n'est pas un texte dangereux. Voilà, ça je suis catégorique là-dessus. Ce n'est pas un texte dangereux. Tous les garde-fous sont là. Je veillerai à ce qu'ils soient bien maintenus, en particulier le garde-fou sur le droit de retrait des médecins, sur la décision collégiale, sur la décision consciente et informée, etc. Je pense que les garde-fous sont là. Ce n'est pas un texte dangereux. Voilà. Moi, la question que j'ai, c'est est-ce que c'est un texte utile ? Comment ? Vous dites que le texte n'est pas forcément utile, qu'il pourrait se trouver autre part. Vous pensez à quoi quand vous dites ça ? Non, je dis que la question d'aider quelqu'un, d'accompagner quelqu'un qui l'exprime,
voilà, quand on extrapole sur les chiffres, ça concerne finalement, c'est dramatique pour ces personnes-là et pour les médecins qui sont autour. Hein. C'est pour ça qu'il faut peut-être légiférer. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est forcément par le législateur qu'on peut régler ces problèmes qui sont quand même des problèmes avec tous les garde-fous en mai, qui sont des problèmes très rares. Concernant les Français de l'étranger, est-ce qu'il y a des points sur lesquels il faut être vigilant dans l'application? Je pense aux Français de l'étranger qui souhaiteraient à terme revenir en France pour utiliser le dispositif de fin de vie. Évidemment, si ça se fait sur le sol français, la loi française s'applique. Oui, vous posez très bien la question, donc ma réponse va être très clair. Vous posez très bien la question parce qu'il faut rappeler à tous les Français à l'étranger à part quand on est américain et qu'on a ce scandale de l'extraterritorialité américaine, quand on est français dans un pays, on respecte le droit du pays. Et donc effectivement, il faudrait revenir. Donc il faudrait revenir pour bénéficier du droit français. De la même manière qu'il y en a qui s'expatrient pour bénéficier du droit à mourir, en particulier en Belgique ou en Suisse. Mais je vois pas de point qui serait où il faudrait être très vigilant en tant que Français à l'étranger, parce que de toute façon ça passera par le retour et ça passera par un projet personnel. Je vois pas comment il faudra être sur le territoire français pour que ce soit applicable et on ne pourra pas demander à le faire appliquer dans un pays à l'étranger. Donc je vois pas à l'heure actuelle pourquoi il y aurait quelque chose auquel il faudrait être attentif particulièrement en tant que Français à l'étranger. Frédéric Petit, vous êtes député de l'Europe centrale. Je voulais vous interroger évidemment sur l'Ukraine. Avec ce qui s'est passé ces dernières heures, est-ce qu'on peut envisager une accélération vers l'accord d'un cessez-le-feu ou même l'espoir d'une paix avec la Russie ? Votre point de vue à vous m'intéresse sur cette question. On voit les déclarations entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky qui essaye de le prendre de vitesse, Donald Trump également qui dit qu'il pourrait se rendre à Ankara. Vous étiez en Ukraine la semaine dernière. Sur place, quel est l'état d'esprit ? Est-ce qu'on croit à un cessez-le-feu ? Est-ce qu'on a un espoir de paix ? Quel est le moral en Ukraine ? Quel est l'état d'esprit ? Alors le moral est bon, moi je l'ai vérifié. D'abord je suis allé une semaine, mais pas peu à Kiev en fait, beaucoup en région. Je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les jumelages ou les coopérations décentralisées. J'ai en particulier assisté à une réunion qui était absolument passionnante. L'Ukraine continue à mettre en place sa réforme de 2016 sur la décentralisation, donc sur le pouvoir des régions et des hromada, comme ils disent, donc des nouvelles collectivités communales qui ont été transformées jusqu'en 2020. C'était passionnant parce que c'était une assemblée générale à Mykolaiv, du front, des présidents des radas régionales qui rencontraient des représentants de la commission nationale, donc à la Rada nationale. Et c'était passionnant parce que d'abord, c'est pas des gens des mêmes partis, il y avait des opposants à Zelensky, et puis il y avait des questions extrêmement précises et dont on sent toute la pertinence sur qu'est-ce qu'on va faire, comment on fait pour reprendre sur les territoires, par exemple désoccupés, comment on fait pour reconstruire un pouvoir régional dans un territoire qui a été temporairement occupé, etc. Donc des questions extrêmement intéressantes, de l'écoute, de la construction, et toujours je rappelle que c'est une réforme très ambitieuse et qui a continué à être mise en place malgré l'invasion. Voilà, donc ça c'est un signe que les gens continuent donc ils ne se projettent pas sur un cessez-le-feu ou sur la paix. Alors les gens parlent. Je crois que ce qui est clair, c'est qu'ils ne veulent pas capituler. Voilà, c'est évident qu'ils soutiennent. Ils ont soutenu le président Zelensky quand il a été quand il a été agressé dans le bureau ovale. Voilà, tout le monde a soutenu, même ses pires opposants. On dit il a eu raison, c'est pas lui qu'on attaque, c'est nous. Donc il y a une volonté de pas céder et de pas dire bon maintenant on va faire n'importe quoi parce qu'on est fatigué, parce qu'il y en a marre, etc. Donc vraiment il y a quelque chose d'assez fort. Le front n'est pas aussi en difficulté qu'on le dit. Il y a même quelques contre-attaques en ce moment. Voilà, bon, les gens sont fatigués, les gens en ont marre, les gens voudraient commencer à vivre un peu différemment, d'autant qu'il y a beaucoup plus de gens qui reviennent, les écoles fonctionnent, on voit les gamins aller à l'école à 8h du matin, hein, donc c'est quand même quelque chose qui
qui est fort quand on pense que voilà, on voit quelqu'un aller à l'école à 8 heures du matin et le soir dans la même ville, il y a quelqu'un qui prend civil qui est tué. Donc c'est quand même des choses qui font. On sent que ça peut pas durer encore très longtemps et que les gens en ont marre, mais ils tiennent. Voilà. Alors sur les négociations, d'abord il faudrait commencer par un cessez-le-feu. Hein. Il y a toujours cette espèce d'avidité du côté du Kremlin de mélanger cessez-le-feu et négociation de paix. Donc, moi, je crois qu'il y a aujourd'hui un intérêt objectif commun entre l'administration, la nouvelle administration américaine et le Kremlin, de faire durer cette situation entre eux deux. Donc poker menteur. Parce que c'est un espèce ça pourrait être un espèce de deal sur ces puissances dont moi je conteste aujourd'hui peut-être la force. Je me posais la question dans un texte en début de semaine en disant est-ce que les puissances ne sont pas faibles? La seule puissance que je vois vraiment forte et qui est toujours dangereuse, c'est la Chine. Mais je trouve que la Russie et que les États-Unis ne sont pas tout à fait à la hauteur de là où on pourrait les attendre aujourd'hui. Et ils ont peut-être intérêt à faire durer pour des intérêts personnels, quoi, enfin individuels. Mmh. Trump pour montrer qu'il est toujours intéressé par la paix, voilà, parce qu'à la fin, lui, dans 3 ans, il n'est plus là. Hein. Et puis le Kremlin pour qu'on l'embête pas trop pendant 3 ans et qu'il puisse reconstituer ses forces pour la prochaine agression. Donc voilà, je pose cette question-là. Je crois pas qu'on est en train d'aller vers quelque chose qui va être très rapidement un accord de paix stable. Hein. Ce qui serait une étape peut-être qu'on commence à voir réaliste et qui serait intéressante, c'est qu'il y ait effectivement une force de maintien de la paix sur place, quoi, une force de maintien du cessez-le-feu, parce que ça serait un cessez-le-feu au départ. Ça, je pense que ça serait un progrès, parce que ça serait du coup irréversible. Parce que une fois qu'on est sur place, bon, c'est compliqué de dire qu'on fait la guerre. D'abord, ce ne sera pas forcément des militaires, et c'est compliqué de repartir, de dire allez-vous maintenant parce que je vais recommencer à attaquer. Quoi. Donc ça pourrait être une étape qu'on pourrait commencer à se dire tiens, cette année, pourquoi pas. Quoi. Mais je sens pas du tout une volonté de la part en particulier du Kremlin d'être vraiment dans une volonté d'arrêter. Quoi. Ils sont toujours extrêmement agressifs sur le front avec des pertes énormes. Donc il y a toujours cette idée d'écrire une narration victorieuse, quoi. Et aujourd'hui, ils peuvent pas l'écrire, donc ils n'ont pas envie d'arrêter aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas écrire leur narration victorieuse, quoi. Malgré tous les vivates qu'ils essaient de proclamer. Donc là, je le sens pas ça. Je sens pas du tout le Kremlin dans une volonté de vraiment commencer par un cessez-le-feu pour faire des négociations de paix équilibrées. Vous faites ce lien entre ce qui se passe en Ukraine et le désengagement américain annoncé et votre travail en tant que rapporteur pour avis du budget de la France sur la diplomatie culturelle et d'influence. Vous venez d'y être reconduit à la tête de ces travaux. Quelle sera votre ligne directrice ? Oui, alors d'abord, vous me demandez si je fais le lien. Oui, bien sûr, je fais le lien. Je trouve qu'on n'est pas assez de Français sur place en Ukraine aujourd'hui, que les entreprises sont encore trop empêtrées dans un règlement qui n'est pas très astucieux aujourd'hui, qu'il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus, qu'elles ont envie d'y aller. Je pense que les jumelages, que les coopérations universitaires pourraient tout à fait reprendre, et que pour des raisons qui sont nos raisons un peu administrative, on ne le favorise pas et surtout on ne le mesure pas et on n'en fait pas un enjeu d'avenir, quoi. C'est la diplomatie, cette diplomatie des sociétés civiles, ce n'est pas une diplomatie du dessert, ce n'est pas une diplomatie qui sert quand on a la paix, quand on a fini, quoi. Non, aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut y aller en Ukraine pour être présent quand ça va commencer à repartir. Donc, ça, oui, c'est lié. Et donc voilà, moi je suis ravi que cette année on démarre très très tôt. Donc c'est une rupture par rapport à ce qu'on faisait d'habitude. Là j'ai 2 mois, j'ai déjà même démarré. Et je pense que d'ici la deuxième partie du mois de juin, j'aurai déjà une partie de mes propositions ou de mes recommandations qui seront des recommandations budgétaires, mais des recommandations d'organisation, qui ne seront pas des recommandations chiffrées. Mmh. Ça sera pas, il faut mettre 3 millions là, il faut en enlever 4 ici. Ça sera de dire, là, il faut organiser autrement, là, il faut organiser autrement, là, il faut organiser autrement. L'an prochain, il faudra aller dans cette direction, dans cette direction, dans cette direction. C'est ça que je me sens capable de faire et qu'aujourd'hui,
Et pour une fois, je vais avoir le temps de faire, grâce à la décision du Premier ministre, d'anticiper la construction du budget au Parlement. Eh bien, écoutez, l'invitation est lancée en tout cas. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler de ce travail sur le budget diplomatique, culturel et d'influence, et en tout cas ces applications concrètes, telles que vous venez de nous le dire, quand vous les aurez établies, bien sûr. N'oubliez pas de commenter cette interview, de la liker et de vous abonner à notre newsletter lesfrançais.press. Merci Frédéric Petit. Merci à vous. Au revoir. En direct de l'Assemblée nationale.